à l'écoute de l'ORTM, merci de nous rejoindre. Il est 7h à Niafunké, dans la région de Tombouctou, la même heure partout au Mali. Le journal Kodi Sibi. Mesdames, Messieurs, bonjour. L'actualité, c'est le forum de coopération sino-africaine ouvert hier à Beijing en Chine. Les actions annoncées par le président chinois vont de la paix à la sécurité en passant par le commerce, l'agriculture et la santé. Pour la mise en œuvre de ces actions, 50 milliards de dollars seront débloqués sur 3 ans. Le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, est présent au forum au nom de notre pays, mais aussi de l'AES. Le gouvernement du Mali et ses partenaires continuent d'apporter de l'assistance aux populations frappées par l'inondation. 621 ménages ont bénéficié du soutien de l'USAID à travers son projet Mécanisme de réponse Kisili6. En sport, le Mali reçoit ce soir le Mozambique au compte des éliminatoires de la CAN Maroc 2025. La rencontre est prévue au stade du 26 mars, coup d'envoi 19h. Enfin, en rediffusion, la chronique du développement revient sur les atouts des pays de l'AES dans le cadre de l'indice de l'intégration régionale en Afrique. Voilà pour le sommaire. Bienvenue dans ce journal. Ouverture hier à Beijing en Chine du Forum des coopérations sino-africaines. Un rendez-vous du dirigeant chinois avec ses homologues du continent pour parler des acquis et de planifier d'autres actions. À l'ouverture du forum, le président Xi Jinping a annoncé 10 actions prioritaires couvrant notamment la paix et la sécurité, le commerce, l'agriculture et la santé. Pour la mise en œuvre de ces actions, 50 milliards de dollars seront débloqués sur 3 ans. Le président de la transition, colonel Assimi Goïta, y participe et porte la voix de la Confédération des États du Sahel. Le récit de nos envoyés spéciaux, Bourama Traoré et Adama Kamara. Son discours était attendu. En prenant part à la conférence de haut niveau sur la gouvernance, le président de la transition se félicite tout d'abord de l'excellence des relations entre le Mali et la Chine. Cela, souligne-t-il, dans un contexte international marqué par des défis multiformes. Colonel Assimi Goïta salue particulièrement la sincérité et la stabilité de ces liens de coopération bâtis sur le respect de la souveraineté de chacun et la non-ingérence dans les affaires intérieures. Les valeurs que partagent le Mali et la Chine, notamment en matière de respect de la souveraineté et des droits humains, constituent le fondement du thème qui nous réunit aujourd'hui, à savoir le renforcement des échanges d'expériences en matière de gouvernance. Une gouvernance véritable ne peut se réaliser que dans un cadre où les autorités et le peuple exercent pleinement leur souveraineté, sans interférence extérieure. C'est dans cet esprit de responsabilité nationale que la gouvernance au Mali est guidée par 3 principes désormais inscrits dans notre Constitution, à savoir le respect de la souveraineté de l'État, le respect des choix souverains du peuple, la défense des intérêts du peuple. Pendant longtemps, sous le prétexte de promouvoir la bonne gouvernance, nos États ont été soumis à des dictats par des puissances impérialistes, facilitant ainsi l'exploitation sans retenue de nos ressources. Ces pratiques ont alimenté des inégalités et freiné notre développement tout en renforçant des intérêts extérieurs au détriment de nos peuples. Face aux défis sécuritaires, le président Goïta fustige l'attitude des forces néocoloniales. Citant l'exemple de la lutte contre le terrorisme au Mali, le chef de l'État déplore la complicité et le soutien de certains États aux forces du mal dévoilées au grand jour. Alors que nous faisons face à des défis sécuritaires et économiques imposés de l'extérieur, le Mali exprime sa profonde gratitude envers ses partenaires sincères, dont la République populaire de Chine, et apporte un soutien crucial dans notre lutte contre le terrorisme et ses complices étatiques. Les récents événements survenus à Tinzaouaten dans le nord du Mali illustrent malheureusement comment le terrorisme international est cyniquement entretenu, voire encouragé par des forces néocoloniales qui cherchent à perpétuer leur domination sous de nouvelles formes. Et la Confédération des États du Sahel se pose comme une réponse face à la menace qui pèse sur la région. Conviction du président en exercice de l'organisation.
Cette alliance stratégique que j'ai l'honneur de présider pour son premier mandat s'inscrit dans une vision panafricaine et résolue à défendre et à promouvoir les intérêts communs de nos nations. Elle témoigne de notre détermination collective à construire une architecture sécuritaire à la hauteur des menaces dans l'espace et l'AES, condition fondamentale du développement et de l'épanouissement de nos peuples. Évoquant la gouvernance proprement dite, le président de la transition n'a pas manqué de partager l'expérience et les bonnes pratiques observées par le Mali. Des actions concrètes sont entreprises pour conduire le pays vers la voie de la modernisation. Et cette modernisation est la conséquence naturelle et positive des réformes lorsque celles-ci sont réalisées en tenant compte, comme c'est le cas au Mali, du respect de la souveraineté, des besoins vitaux et des intérêts des populations que nous servons. C'est ainsi que des mesures importantes ont été prises dans divers domaines de la vie publique, notamment la gouvernance politique et électorale avec la révision de la loi électorale pour adapter les mécanismes de vote aux réalités et nécessités de l'ère. La réforme de la gouvernance vise également à améliorer la gouvernance économique qui est passée par la relecture des textes relatifs aux industries extractives en vue d'une meilleure gestion des ressources naturelles pour le développement de nos pays et le bien-être. Je dirais même le bien-être de nos populations. Dans un autre domaine, afin de rapprocher notre administration publique des usagers, j'ai décidé de lancer un vaste programme de digitalisation de l'administration publique, en privilégiant la transparence dans les procédures, la diminution des coûts, mais surtout les droits des citoyens. Des réformes majeures sont aussi engagées pour refonder l'État. C'est pour répondre aux aspirations des populations, aspirations exprimées aux Assises nationales de la refondation et au dialogue intermalien. L'adoption de notre nouvelle constitution lors du référendum historique du 18 juin 2023, largement soutenu par la population, symbolise l'engagement du Mali à bâtir un État moderne, résilient et à l'écoute de son peuple. Ces réformes décisives qui marquent notre volonté profonde de refonder l'État ont été réalisées grâce à la mobilisation collective des Maliennes et des Maliens aux côtés des autorités de la transition. Cette dynamique dénote une approche inclusive et durable sur fond d'un large consensus national dans le processus de refondation. Les dites réformes, faut-il le rappeler, reposent sur la réaffirmation de la souveraineté du Mali, soutenue par l'engagement inébranlable de nos forces de défense et de sécurité qui assurent un contrôle total et efficace du territoire national. Le président Assimi Goïta a enfin réitéré la reconnaissance du peuple malien aux amis du Mali qui œuvrent aux côtés du pays pour la paix, la stabilité et le développement. Le Mali, rassure-t-il, reste déterminé à approfondir et à fortifier ses relations avec tous les partenaires qui partagent les mêmes valeurs de respect, de souveraineté et de coopération gagnant-gagnant. Beijing, Ibrahima Traoré, Nyanya Alou Traoré, Adama Kamara, Sidiki Balo pour l'ERTM. Voilà le compte rendu de nos envoyés spéciaux à ces forums sino-africains. Ibrahima Traoré et Adama Kamara. Nous passons donc à d'autres actualités. Lancement hier à Irimadjo, en commune 6 du district de Bamako, de la campagne d'assistance de 621 ménages sinistrés suite aux récentes inondations à Bamako et environ, initié par l'USAID à travers le projet dénommé Mécanisme de réponse au Kisili 6. Cette action humanitaire permettra d'atténuer la souffrance des bénéficiaires et c'est le ministre de la Santé et du Développement social qui a lancé les activités de cette série d'assistance humanitaire à Bamako. Le reportage est signé Sokona Kamisoko. La ville de Bamako, comme bien d'autres localités du pays, a été récemment frappée par les inondations qui ont fait de nombreux sinistrés. Pour atténuer la souffrance des victimes, le gouvernement et ses partenaires comme l'USAID apportent une assistance humanitaire à 621 ménages. Et c'est bien Madifane, Mama Draba et Kankou Soumounou qui sont les premiers à recevoir leurs cartes devant leur permettre de percevoir chacun une somme de 157 000 francs CFA. Rachna Koranen, ambassadeur des États-Unis au Mali. Les États-Unis sont fiers que l'Agence des États-Unis pour le développement international, USAID,
aide plus de 620 ménagers des quartiers de Yirimajo, Misabougou et Kalabanabougou dans les communes 6 et 4 du district de Bamako. Cette aide en espèces répondra aux besoins les plus urgents des familles, notamment en matière de nourriture, assainissement et d'hygiène. L'initiative qui s'inscrit dans le cadre de l'exécution du projet d'urgence dénommé Kisili de l'ONG catholique Relief Service a été hautement appréciée par les heureux bénéficiaires. Mama Draba, bénéficiaire. Nous tenons vraiment à remercier les donateurs, en l'occurrence le ministère du Développement social et ses partenaires pour cet appui combien important pour nous. Toutefois, nous demandons aux autorités de nous aider pour avoir des logements puisque c'est bientôt la rentrée des classes. Colonel Assa Badialo Touré, ministre de la Santé et du Développement social. Il est de mon devoir et celui de mon département de protéger et de secourir nos citoyens dans les moments les plus difficiles, comme c'est le cas actuellement. Les catastrophes naturelles, comme celles que nous venons de vivre, exigent de nous non seulement une réaction rapide, mais aussi une action soutenue pour garantir que chaque personne affectée reçoive l'assistance nécessaire. L'État malien est heureux de pouvoir compter également sur ses partenaires stratégiques, comme le gouvernement américain, pour assister nos populations en détresse. C'est pourquoi nous lançons officiellement le début d'une série d'assistance humanitaire que j'espère permettra de soulager les concitoyens sinistrés victimes des inondations à Bamako et dans les régions. La campagne qui concerne les ménages identifiés à Kalabambougou, Yirimajo et Misabougou en communes 4 et 6 sera élargie à d'autres localités victimes des inondations. AES Actualité. La 17e édition du CIAO, le Salon international de l'artisanat de Ouagadougou, aura lieu du 25 octobre au 3 novembre 2024. Pour réussir ce rendez-vous de l'artisanat africain, les responsables planchent pour la digitalisation. Le département en charge de l'artisanat a mis en place une plateforme numérique dénommée eCIAO. Cette plateforme numérique a été lancée hier. La correspondance de Isiaka Dambélé de Radio Burkina. www.iciao.bf, c'est la plateforme désormais ouverte pour les inscriptions au compte de CIAO 2024. Ainsi, les artisans du Burkina Faso et de l'extérieur peuvent déjà procéder aux réservations des stands de leur choix à travers la dite plateforme. Pour les représentants du ministre en charge du commerce, cette action qui entre dans le cadre de la dématérialisation des procédures entamées par les départements a beaucoup d'avantages. Oumarou Baro. Pour les usagers, tout comme les clients, aujourd'hui, les longues files, on peut dire aujourd'hui que c'est ça du passé. Et avec cette nouvelle plateforme, partout vous pouvez maintenant procéder au paiement des tickets. Et dès que vous arrivez, vous présentez au niveau de l'entrée pour pouvoir accéder aussi, faire vos visites et sortir tranquillement. Les paiements des inscriptions se font par mobile money comme Liquidity Cash, Orange Money et Move Money. Pour ce qui concerne la sécurité, le directeur du système d'information du ministère rassure de la fiabilité de eCIAO, Narcisse Koulibaly. Totalement fiable. On a passé les tests de sécurité avec l'ANSI, qui est la structure nationale qui s'occupe des questions sécuritaires en ce qui concerne les systèmes d'information. Et on embarque Liquidity Cash pour les moyens de paiement, qui est une structure qui est reconnue pour les moyens de paiement aujourd'hui, qui donc intègre les questions de sécurité. Il faut mentionner aussi que les inscriptions manuelles sont toujours possibles pour les artisans qui le souhaitent. La 17e édition du CIAO se tiendra du 25 octobre au 3 novembre 2024. Le service de santé des armées et de l'action sociale face au défi de l'autonomisation de la prise en charge des blessés de guerre, c'est sous ce thème que se sont ouvertes les premières journées médico-chirurgicales du service de santé des armées et de l'action sociale. C'était sous la présidence du ministre en charge de l'Intérieur. Le compte-rendu de Majinta Dan Malam de Radio Niger. Après avoir rappelé le contexte sécuritaire dans lequel notre pays se trouve,
Le ministre d'État de l'Intérieur, le général de brigade Mohamed Toumba, a dans son mot d'ouverture relevé l'importance du service de santé des armées et de l'action sociale. Face au traumatisme engendré par les défis sécuritaires auxquels nous faisons face, vous n'êtes pas sans savoir que le service de santé des armées et de l'action sociale demeure au centre du dispositif déployé pour y remédier. Ainsi, il assure non seulement la mise en condition des hommes sur le terrain pour bien mener la mission à eux confiée, mais aussi le sauvetage des vies, des blessés et des malades partout où le besoin se fait sentir. Le premier médecin militaire du Niger, le médecin colonel Ousmane Gazéré. Au sein des forces armées nigériennes, la direction centrale du service de santé des armées et de l'action sociale est chargée des soins au personnel, prescrit les mesures d'hygiène et de prévention, participe à l'exécution et au contrôle. Elle assure l'expertise, l'enseignement et la recherche dans le domaine de la santé. Le médecin colonel-major Boubacar Dodo, directeur central des services de santé des armées et de l'action sociale, a salué le soutien que les autorités militaires et civiles apportent à sa direction. Ces journées ont pour objectif de renforcer les capacités des praticiens du service de santé pour une meilleure prise en charge des patients. Notons enfin que plusieurs conférences seront animées par des experts sur le thème de la journée. Quelques mots de l'actualité internationale. En Russie, le président Vladimir Poutine se dit prêt au dialogue avec l'Ukraine. Cette information a été donnée hier lors d'un forum économique à Vladivostok. Ce dialogue entre les deux protagonistes est conditionné à l'acceptation de l'accord du printemps 2022 à Istanbul par l'Ukraine. Selon la Russie, l'Ukraine avait signé cet accord, mais les Occidentaux ont poussé Kiev à rejeter le dit accord. L'Ukraine dément cette version des faits. En France, le président Emmanuel Macron a nommé hier l'ancien député européen Michel Barnier au poste de Premier ministre, un choix qui suscite de vives colères de la gauche, mais une réaction plus attentiste du Rassemblement national RN. La passation entre le nouveau chef du gouvernement et son prédécesseur, Gabriel Attal, s'est déroulée hier à l'hôtel Matignon à Paris. Elle met fin à près de 60 jours de flou politique, après des législatives qui ont débouché sur une Assemblée nationale sans majorité. À 73 ans, Michel Barnier, issu des Républicains, devient le plus vieux Premier ministre de la Ve République, succédant au plus jeune Gabriel Attal, 35 ans, qui avait été nommé en janvier dernier et était démissionnaire depuis 51 jours. Le nouveau Premier ministre doit former, dans les jours à venir, un gouvernement de rassemblement au service du pays. Michel Barnier a été plusieurs fois ministre sous Jacques Chirac et Nicolas Sarkozy. La page de sport football Supercoupe Colonel Assimi Goïta, la 4e journée des matchs de poules a démarré hier. Sur le continent, l'actualité, c'est les éliminatoires de la CAN Maroc 2025. Les Aigles entament la course ce vendredi contre le Mozambique ici à Bamako au stade du 26 mars. Coup d'envoi à 19h. Le résumé de la page des sports, c'est avec Diarra Konati. Le Mali reçoit cet après-midi à 19h au stade du 26 mars le Mozambique au compte des éliminatoires de la CAN 2025 au Maroc. Cette rencontre sera la première sortie officielle du nouveau sélectionneur, le Belge Tom Saintfiet, à la tête de l'équipe nationale après seulement quelques séances d'entraînement avec les Aigles. Pour ce match contre le Mozambique, les Aigles sont privés de plusieurs joueurs cadres pour cause de blessures. Néanmoins, la sélection nationale s'est bien préparée et ambitionne de démarrer de la plus belle des manières à domicile ces éliminatoires dans le groupe I, composé également de la Guinée-Bissau qui a battu hier Eswatini 1-0. Ces éliminatoires de la CAN Maroc 2024 offrent quelques affiches intéressantes aujourd'hui, à savoir Maroc-Gabon, Côte d'Ivoire-Zambie, Égypte-Cap-Vert, Sénégal-Burkina Faso, Afrique du Sud, Ouganda et RD Congo, Guinée-Conakry. Pour rappel, lors de cette première journée, on note l'une des plus grosses surprises de cette première journée est la défaite du Ghana 1-0 contre l'Angola. La Centrafrique, de son côté, a été sans pitié du Lesotho battu 3-1. Le Congo s'est imposé 1-0 devant le Soudan du Sud. Au plan national, terminons par cette nouvelle sportive de la Supercoupe Colonel Assimi Goïta qui bat son plein.
au compte de la 4e journée des matchs de poule. Hier, au stade de Mamadou Konaté, Bamako a été sans pitié de Tombouctou, battu 2-0. Et la deuxième rencontre a vu la victoire des Gao sur Sikasso 3-1. Le programme de cette 4e journée de la Supercoupe Assimi Goïta prend fin avec des oppositions Koulikoro présidence et CNT Mopti. Mali-Mozambique à suivre en direct sur ORTM1 ce soir à partir de 19h. Chronique du développement. La sortie des 3 pays de l'AES pourrait faire perdre à la CEDEAO une partie importante de son intégration productive et des infrastructures. C'est le résultat d'un rapport sur l'indice de l'intégration régionale en Afrique qui le souligne. La chronique du développement en rediffusion revient sur les atouts des pays de l'AES dans le cadre de l'indice de l'intégration régionale en Afrique. C'est avec Soumaïla Berté et Marc Dambélé. La deuxième édition du rapport sur l'indice de l'intégration régionale en Afrique, en abrégé IRA, se prononce sur les conséquences du retrait des pays de l'AES de la CEDEAO. Si les résultats de ce rapport montrent qu'il est important pour les deux parties de rester ensemble pour relever les défis communs de développement, le retrait des 3 pays pourrait être durement ressenti par l'ancienne organisation sous-régionale. D'abord, que faut-il comprendre par l'indice de l'intégration régionale en Afrique, IRA? Voici les explications de Modibo Mao Makalo, économiste. L'indice pour l'intégration régionale en Afrique est une initiative de l'Union africaine d'abord, en partenariat avec la Commission pour l'Afrique des Nations Unies et aussi avec la Banque africaine de développement. Donc ces dimensions sont d'abord l'intégration commerciale, ensuite l'intégration productive, après l'intégration macroéconomique, et aussi l'intégration des infrastructures et enfin la libre circulation des personnes. Avec le retrait des pays de l'AES, la CEDEAO perd un pan important de son intégration économique. Selon les mêmes rapports, non seulement les 3 pays peuvent jouer un rôle important dans l'intégration productive eu égard à leurs ressources naturelles, uranium, or, fer, pétrole, gaz naturel, pour ne citer que ces produits, mais aussi ils ont tout à gagner dans l'intégration des infrastructures compte tenu de leur enclavement. Un manque à gagner pour la CEDEAO qui a un plan directeur sur les infrastructures pour la période 2020-2045. Une fois que la sortie est effective, la CEDEAO va se retrouver avec 12 pays au lieu de 15. Mais au sein de la CEDEAO, vous avez 420 millions de personnes. Donc c'est un marché commun de 420 millions de personnes et l'AES fait 70 millions de personnes. Donc le marché sera certainement réduit à 350 millions de personnes. Vous savez, plus vous avez un marché intérieur avec autant de consommateurs, plus évidemment les échanges vont croître et les revenus vont croître. Parce que vous savez, il y a des études qui ont indiqué qu'avec une intégration économique régionale plus poussée, cela pourrait faire augmenter le produit intérieur brut, c'est-à-dire la richesse nationale de la plupart des pays, de plus de 3%. Peut-être une association, en tout cas des négociations pour la sortie, parce que ça permettrait quand même aussi de sauvegarder un certain nombre d'avantages, parce que ce qui fait qu'il y a certains avantages comme la libre circulation des personnes, qui est très très importante, des biens et des services, puisse continuer. Négocier la sortie et sauvegarder les intérêts de part et d'autre, tels que la libre circulation des personnes et des biens, les atouts des pays de l'AES reposent essentiellement sur leurs ressources naturelles. Il leur revient donc de mettre en valeur ces atouts naturels pour peser dans la balance du commerce régional et international. Voilà, c'est la fin de ce journal mis en onde de Mamadou Bedjalo, mise en ligne Mohamed Koulibaly. Merci au rédacteur en chef Ousmane Dao qui m'a aidé à préparer ce journal. Présentation Kodji Sibi, la paille météo tout à l'heure avec Mohamedou Keita. Nous vous souhaitons de passer une excellente journée de vendredi en compagnie de nos programmes.